Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de l'edge computing, mais avant de parler de l'edge computing, il faut bien mettre l'edge dans son environnement, dans son bain. Il faut parler donc de cloud computing sur ma droite. Et puis, à ma gauche, les capteurs, les actuateurs, les utilisateurs. Et entre les deux, le réseau. Donc, on a un trépied magique qui nous propose des infrastructures numériques qui sont capables de supporter de très grandes applications qui traitent des données massives. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher l'edge? Donc, on a un trépied qui est l'edge, qui est formé des capteurs, des actuateurs et des utilisateurs d'un côté, du cloud de l'autre, et puis entre les deux, le réseau, donc tout va bien. Donc on a besoin d'un petit peu de motivation avant d'aller un petit peu plus en avant sur la définition de ce que c'est l'edge, de ce pourquoi il est bien, et des défis et des challenges que pose l'edge. Parce que si l'edge arrive après mes trois composants, c'est bien que l'edge est compliqué. Et puis je conclurai, puisque c'est une journée sur la souveraineté numérique, par juste 2 points qui sont en lien avec la souveraineté numérique et qui sont des points de réflexion qui ne sont pas des solutions pour aujourd'hui. Au début, les infrastructures, de manière très classique, s'occupent de capturer des données, puis de transporter les données à un lieu de stockage. Et puis à partir de ce lieu de stockage, elles vont être traitées. Et puis vous voyez le flux de données qui va sagement de la gauche, de la capture de données, vers la droite, vers les analytics et l'analyse de données. Et les flèches qui sont en grise, c'est le réseau. Ces premiers dessins d'edge computing m'ont été prêtés par les architectes de Cisco, d'Intel et d'IBM qui se sont mis tous ensemble pour définir des architectures de référence de ce que c'est que l'Internet des objets d'un côté et puis l'edge computing de l'autre. Dès qu'on introduit le monde des objets connectés, on propose une couche de logiciels complémentaires qu'on va appeler l'edge computing. Et puis, une des raisons pour lesquelles on introduit cette couche supplémentaire, c'est que non seulement le flux de données va de la capture de données vers l'analyse de données, mais il y a un flux en retour qui est de prendre des décisions et de prendre des décisions pour que les actuateurs puissent agir. Donc ce qu'on voit, c'est que les points critiques qui sont à la source de l'edge computing, ce n'est pas tout à fait la latence, c'est le traitement de la donnée, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de capteurs qui vont produire de plus en plus de données et donc on va être devant un déluge de données qui vont peut-être potentiellement étouffer le cloud computing qui est le réceptacle de ces données originellement. Donc, un problème de big data, le volume et la vitesse, qu'ils sont de plus en plus grands et qui sont à maîtriser. Et puis, le deuxième point, c'est que ces données sont produites par des capteurs qui sont tous différents les uns des autres. Certains capteurs produisent juste des nombres, d'autres capteurs peuvent produire des images ou des vidéos. Il y a donc une grande disparité entre les données qui sont produites par les différents capteurs. Et donc là, on a le troisième V de Big Data. Si vous vous souvenez des définitions avec 3 V sur les Big Data, volume, vitesse et variété. Et ces 3 V sont bien à l'origine de ce qui va être l'edge computing. Donc nos motivations initiales sont de faire face, d'une part, à l'augmentation en volume des données provenant d'un nombre toujours croissant de capteurs, de savoir gérer le différentiel entre la vitesse de production des données, qui sont la technologie opérationnelle d'un côté, qui sont les machines. Les machines vont produire des données très rapidement,
Et puis, d'un autre côté, la technologie de l'information qui va traiter ces données un tout petit peu moins rapidement. Et donc, vous avez un différentiel de données. Les données sont produites plus vite qu'elles ne sont traitées. Et il faut savoir capturer et maîtriser ce problème. Ensuite, il y a un problème de gestion des données au plus tôt. Et effectivement, on veut débarrasser le cloud de données qui vont être inutiles, d'un côté. Et puis, on veut protéger l'utilisateur de données qui seraient confidentielles et qu'on ne veut pas stocker sur des clouds publics. Au total, ce qu'on désire avant tout, avant de parler d'edge computing ou d'autres traits d'architecture, ce qu'on veut créer, c'est un continuum de points de calcul le long du voyage de la donnée qui va du capteur jusqu'au cloud et puis du cloud vers l'actuateur. Les premiers dessins d'edge computing que j'ai pu trouver sont par exemple le suivant, où vous voyez avant l'edge computing sur le haut du dessin un ensemble d'un environnement numérique assez large, avec d'un côté de la production d'énergie, d'un autre côté du transport, et toutes ces données confluent vers la gauche, vers un cloud. Et effectivement, tous ces éléments vont produire un nombre massif de données. Vous voyez quelques indications qui datent déjà. Aujourd'hui, des éléments produisent couramment des pétabytes de données journellement. Et donc, il faut savoir les traiter et les traiter efficacement. Et ce que vous voyez dans le deuxième dessin qui est en bas, c'est qu'effectivement, pour les traiter efficacement et avec de temps en temps des contraintes temps réel, on va mettre des points de calcul, des points de traitement, des points de stockage à des endroits critiques de cet environnement. Et vous voyez une petite vague grise au milieu du dessin qui s'appelle fog et qui a permis de définir ce qu'on appelle le fog computing. Donc maintenant, je vous ai introduit d'un côté l'edge computing, d'un autre côté le fog computing. Il faut que je vous présente des petites définitions de concepts architecturaux qu'on voit très souvent dans les publications, qu'elles soient scientifiques ou industrielles. Et il faut bien avouer qu'il n'y a pas aujourd'hui de consensus absolu sur ces définitions. Mais allons-y. Donc le fog computing, ça va être l'ensemble qui va permettre le calcul, le stockage et la mise en réseau, la gestion de données et la prise de décision non seulement dans le cloud. Donc on ne veut pas seulement faire des calculs dans le cloud, mais on veut faire des calculs tout au long des connexions qui vont de l'Internet des objets, de l'utilisateur vers le cloud. Et on veut faire ces calculs de préférence à proximité des dispositifs Internet des objets ou des utilisateurs. Donc le FOG va proposer un continuum de calcul et va proposer des solutions hiérarchiques au fur et à mesure qu'on s'avance des objets connectés vers le cœur du réseau ou vers le cloud central. L'edge computing, quant à lui, reste local et reste à proximité des utilisateurs et des capteurs et des actuateurs. Et puis, vous pouvez entendre parler de mist computing. Là aussi, c'est une notion assez récente. Et le mist computing se situe, lui, tout à fait au niveau des capteurs et des actuateurs. Les capteurs et les actuateurs deviennent de plus en plus intelligents parce qu'ils vont contenir eux-mêmes un peu de puissance de calcul supplémentaire et un peu de mémoire, et même de plus en plus de mémoire. Également, venant de CMU, de Carnegie Mellon, la notion de cloudlet. La notion de cloudlet va être un mini-centre de données qui va se trouver au milieu du réseau et qui va se trouver être un point important pour le calcul et le stockage de données et qui va permettre d'éviter de remonter des données vers le cloud. Donc vous voyez, tous ces concepts-là n'ont qu'un seul but, c'est d'alléger
la charge de travail et la charge de stockage du cloud. Et enfin, on a beaucoup parlé de mobilité aujourd'hui, donc au niveau de l'Edge, on parle de multi-access Edge Computing ou de mobile Edge Computing. Et effectivement, ce sont les éléments de l'Edge Computing qui se trouvent dans la partie radio mobile du réseau qui relie les objets connectés au cloud. Donc voici un dessin où on voit les choses de façon un petit peu horizontale et où on situe un petit peu mieux le fait que le fog computing part des objets connectés et arrive au cœur du réseau ou au cloud central. Vous voyez également que l'edge computing part des objets connectés mais s'arrête en chemin, donc reste à proximité, et c'est ça qu'il faut retenir, reste à proximité des objets connectés, qu'ils soient fixes ou qu'ils soient mobiles. Et quand les objets connectés sont mobiles, on parlera de MEC ou de Mobile Edge Computing. Et vous voyez en bas de la figure des éléments additionnels, le Cloudlet, qui est le mini data center qui se trouve au milieu du réseau. Il se trouve aussi bien en bordure gauche, c'est-à-dire du côté des objets connectés, que vers le cloud. Et puis, enfin, vous avez les éléments d'edge computing classiques. Bon, on peut trouver d'autres figures dans les publications. Celle-ci est plus centrée autour du cloud. Et ce qui est intéressant, c'est l'axe de droite par rapport à tout ce que j'ai dit. C'est la proposition de gain en latence lorsqu'on va faire de l'edge computing, c'est-à-dire que le fait de ne pas remonter les données du bord du réseau vers le cloud gagne autant de transmission, et donc ça permet d'avoir des réactions et des résultats de calcul beaucoup plus rapides puisqu'on a gagné le temps de transmission. Le fait qu'on arrive à baisser la latence et le fait qu'on arrive à garantir des résultats de calcul vont faire qu'on va pouvoir déployer des applications nombreuses qui ont besoin, pour réussir, de temps de latence bas et de garantie de calcul. On ne veut pas arriver sur le cloud et que le cloud réponde « Attendez, il va falloir que je vous construise une machine virtuelle nouvelle ou que je vous trouve un petit espace ». On veut un certain confort et un certain confort intellectuel et trouver et être sûr qu'on aura l'espace et le temps de calcul voulu pour développer son application. Et ça permet donc d'ouvrir à cet environnement numérique que j'ai décrit tout à l'heure sur 3 pieds. On va pouvoir ouvrir à des applications telles que l'industrie 4.0, telles que les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, non seulement numériques, mais aussi au fait que ces jumeaux numériques vont produire des images et qu'on pourra interagir avec ces images. Ensuite, on pourra développer les véhicules connectés. À mon sens, on ne va pas pouvoir développer d'applications de véhicules connectés sans edge computing, et ainsi de suite. Donc non seulement on va mettre en place l'edge computing pour baisser la latence, mais on va encore additionnellement baisser la latence en passant de la 4G vers la 5G au niveau des réseaux. Les bonnes propriétés de l'edge sont le fait qu'on va avoir des ressources additionnelles, et qui dit ressources additionnelles proches va vouloir dire d'avoir des latences minimales et mieux garanties. Et en plus de ça, ces ressources additionnelles peuvent être privées. Donc on peut rester ses choix pour faire des premiers éléments de calcul avant d'aller vers le cloud et faire des calculs massifs. Elles permettent une réelle décentralisation et évidemment évitent des situations de sous-provisionnement du cloud. Enfin, on va permettre de filtrer les données avant de les envoyer sur le cloud.
qu'elles soient inutiles ou qu'elles soient confidentielles. Si elles sont confidentielles, on va pouvoir les chiffrer dans l'Edge, chez soi, tranquillement, avant d'envoyer les données chiffrées vers le cloud où elles seront visibles du public. Inversement, la donnée qui, par exemple, les vidéos qui arrivent du cloud vers l'utilisateur vont pouvoir être cachées, stockées à l'Edge et être distribuées à plusieurs utilisateurs de façon plus efficace. En tout, on aura optimisé le flux de transmission, donc on aura une bande passante utile plus large, et puis on aura consommé moins d'énergie parce qu'on aura transmis beaucoup moins de messages. Tout ceci n'est pas aussi facile qu'il le paraît. Il nécessite de maîtriser les coûts, de baisser les coûts de production, de bien contrôler les volumes et les poids, exactement comme les mêmes problématiques que pour l'Internet des objets, mais aussi, ce qui est plus original, c'est la gestion des ressources, étant donné que les ressources sont censées être limitées, elles sont fractionnées dans le monde du réseau, elles sont disséminées, donc elles posent des problèmes de dimensionnement, de configuration et de reconfiguration quand on pense au mobile. Tout d'un coup, si on s'éloigne du point dont on était proche, eh ben, on est plus proche, on en est plus proche. Donc il va falloir changer de configuration pour que le calcul reste proche de l'utilisateur qui se déplace. Et puis donc les notions classiques en architecture d'orchestration, de virtualisation sont nettement plus complexes avec l'edge computing. Le contrôle et la vérification sont également plus complexes. Pensez à la reproductibilité d'une séquence d'événements, pensez à sa traçabilité. Et évidemment, en termes d'environnement, l'empreinte carbone va être un petit problème. L'énergie consommée va être également problématique parce qu'il n'est pas si simple de dire tout de go que l'edge computing va consommer moins d'énergie. Il faut penser que à l'edge computing se trouvent des matériaux qui consomment plus d'énergie à calcul égal que dans le cloud. Et évidemment, les questions de cybersécurité, puisqu'on a plus de points de calcul, on a une surface d'exposition aux attaques cyber qui est beaucoup plus étendue, donc beaucoup plus compliquée à gérer. Les académiques sont partis sur de très nombreux projets, mais comme a dit la personne de Jedi tout à l'heure, tous ces projets ont des cas d'usage bien définis, et il se déploie toujours à l'aide d'un industriel qui team up avec l'académique. Par exemple, à Télécom Paris, nous sommes en coopération avec Cisco sur des projets d'edge computing. Dernier slide. Donc, l'edge et la souveraineté numérique. Donc, à deux points de réflexion peut-être. Donc, est-ce qu'on va réussir en Europe à être souverain à l'edge? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est important? Est-ce que nous avons des leaders qui vont s'associer ensemble, comme on l'a vu tout à l'heure dans cette journée, beaucoup d'alliances? Est-ce que nous pourrions réussir une alliance au niveau de l'edge computing et devenir un player sérieux? Et est-ce qu'il n'est pas suffisant de dire que dans ce monde d'infrastructures numériques, il est intéressant d'être souverain sur une tranche importante, mais que ça suffise, qu'on n'ait pas besoin d'être souverain partout. On maîtrise une tranche de technologie et on comprend le reste, et ça suffit. Est-ce que c'est pas ça qui est à notre portée, nous autres Européens? Donc ça, c'est un point de réflexion sur la souveraineté numérique et l'edge. Et puis le second point, c'est sur les données. L'edge, lorsque l'edge vous appartient ou est proche de vous, va vous permettre de préparer les données avant de les transmettre vers le cloud et les points de stockage publics qui sont évidemment moins onéreux, donc économiquement vous avez tendance à vouloir le faire. Et avant d'arriver sur ces points publics, vous pourrez développer au niveau de l'edge des algorithmes d'anonymisation, de chiffrement,
ou de non-divulgation d'informations, qui est une forme tout à fait nouvelle de cryptographie, ou bien de fragmenter la donnée et de la disperser sur différents points, puisque maintenant vous disposez physiquement, à l'aide de plusieurs points de calcul, vous allez fragmenter vos données sur différentes machines, et sur une seule machine, l'attaquant ne pourra pas utiliser votre donnée. Et autrement, vous pouvez également imaginer de bouger ce calcul d'une machine vers la suivante. On a parlé de satellites de basse orbite et effectivement des réseaux de communication se développent au niveau au-delà de la Terre en tout cas. Et donc la question finale, c'est où sera l'Edge demain, une fois que tous ces satellites et ces milliers de satellites sont en place. Je vous remercie.